On démarre dans 2 minutes. On peut commencer maintenant même, monsieur. On peut commencer tout de suite? Oui. Super. Ok. Alors, on va faire 2 cours. On va faire 2 cours sur l'os. On va commencer par, je pense, l'ostéomalacie et puis l'ostéoporose. C'est la même chose. Mais on va démarrer par l'ostéomalacie. Ok, on essaiera. Oh non, il est presque 18h30. Donc, on y va. Donc, vous arrivez à voir les diapos? Oui, monsieur. C'est bon, on démarre. Alors, l'ostéomalacie, c'est un cours intéressant et vous allez voir pourquoi. Parce que c'est un exemple de maladie de l'os assez particulier. C'est un peu l'équivalent du rachitisme chez l'enfance et l'adulte. Chez l'adulte, ça reste une maladie qui est de moins en moins rare, notamment les ostéomalacies carentielles. On observe de moins en moins. Et elle fait partie du groupe ce qu'on appelle les ostéopathies déminéralisantes diffuses bénignes, par opposition aux ostéopathies diffuses malignes, que sont les métastases, les localisations des hémopathies, etc. Donc cette maladie fait partie de ce groupe avec l'ostéoporose. Et en fait, il y a une différence majeure avec l'ostéoporose. Entre l'ostéoporose, c'est un problème de masse osseuse diminuée. On va le voir dans l'ostéoporose. Alors que dans l'ostéomalacie, c'est pas du tout ça. C'est une masse osseuse qui est normale, mais qui est non minéralisée. Donc c'est un défaut de minéralisation de la matrice osseuse. La grande étiologie reste la carence chronique en vitamine D, plus ou moins la carence calcique. Et il y a des causes rares, et notamment certaines ostéomalacies avec une résistance périphérique à l'action de la vitamine D, ou bien les ostéomalacies par carence profonde en phosphore. Donc en gros, ça reste les étiologies des ostéomalacies. Donc très rapidement sur cette diapositive, vous voyez le modèle de remodelage osseux. Alors c'est très simple. Donc vous avez de l'os avec des cellules bordantes. Donc ce qui va arriver, c'est qu'il y aura des cellules qui vont être recrutées, des cellules indifférenciées qui vont devenir des pré-ostéoclastes, qui vont se différencier en ostéoclastes, qui sont de grandes cellules osseuses. Et ces ostéoclastes vont résorber l'os et entraîner des lacunes au sein de l'os. Une fois que ces lacunes seront faites, il y aura un recrutement de pré-ostéoblastes qui vont remplir la lacune et vont former l'os qui manque. Donc c'est aussi bête que ça. Donc ce que je dis souvent, Anna, vous imaginez un mur, vous avez un maçon qui vient, il détruit 10 briques par jour, et vous avez un autre maçon qui vient, il remet 10 briques à la place des briques détruites. Donc le maçon qui détruit, c'est l'ostéoclaste, le maçon qui construit, c'est l'ostéoblaste. Donc c'est un peu le modèle de remodelage osseux avec ce cycle donc de quiescence, activation, résorption, puis inversion, formation. Et c'est un cycle. En gros, on a quelque chose comme 10% du squelette qui est renouvelé chaque année. Donc en gros, en 10 ans, on renouvelle pratiquement tout notre os. Et donc après, les ostéoblastes, l'os qu'ils vont former est de l'os, ce qu'on appelle ostéoïde. Il n'est pas encore minéralisé. Et c'est secondairement que cet os va être minéralisé avec un dépôt de phosphate et de calcium au sein de cette matrice. Ce ciment qui a été mis sera un peu solidifié et minéralisé par le phosphate et le calcium et le phosphate. Et ceci dépend essentiellement des concentrations extracellulaires en calcium et en phosphore. Or, les concentrations extracellulaires en calcium et en phosphore et en phosphate, elles sont définies par la vitamine D. Et donc, vous imaginez un peu le rôle central de la vitamine D dans la minéralisation osseuse, parce que c'est elle qui va veiller
à maintenir cette homéostasie de concentration extracellulaire parfaite et constante de calcium et de phosphore. Donc en gros, ça c'est le principe. Alors concernant les sources de vitamine D, ben, vous savez tous que Homo sapiens est à la base une créature nue et donc on avait quotidiennement notre quantité de vitamine D qui était assurée par l'exposition solaire. Donc l'exposition solaire avec les UV, elle transformait le 7-déhydrocholestérol au sein de la peau en cholécalciférol, c'est-à-dire vitamine D3, qui est la vitamine D3 humaine et animale, par opposition à la vitamine D2, qui est la vitamine D2 végétale. Et donc, ce cholécalciférol va être secondairement hydroxylé au niveau du foie, et on aura la forme de stockage au niveau du foie. Et c'est ce qu'on donne en général aux patients. On leur donne de la 25-hydroxyvitamine D3. Et secondairement, ces stocks de vitamine D3 vont passer au niveau du rein qui va assurer la 1-hydroxylation. Et donc, on aura la 1-hydroxylation qui va donner la forme active, qui est la forme 1,25-déhydro. Donc, dihydro, c'est-à-dire hydroxylé 2 fois D3. Et c'est cette vitamine D qui va jouer un rôle majeur dans l'homéostasie phosphocalcique en entraînant l'augmentation de l'absorption intestinale, l'excrétion urinaire du calcium et la minéralisation osseuse. Donc voilà un peu la physiopathe. Donc voilà ce que vous voyez. Donc l'alimentation, en fait, elle donne une quantité vraiment mineure. Donc ce que je dis souvent aux étudiants, je leur dis, normalement c'est plutôt le poisson, certains types de poissons, le flétan, le saumon, la sardine, mais bon, il faut absorber vraiment, c'est l'équivalent de 20 à 30 sardines par jour pour avoir une quantité de 800 à 1000 unités de vitamine D. Donc personne n'y arrive. Donc en fait, la principale source reste quand même la peau. Et vous voyez un peu le cycle, donc foie, 25 hydroxylation au niveau du foie, puis rein, 1,25. Et le rôle de la calcémie qui va réguler via l'absorption intestinale, mais aussi via les hormones parathyroïdiennes, donc qui vont réguler la calcémie aussi grâce à la parathormone. Donc voilà un peu le cycle. Donc pourquoi un défaut de minéralisation? En gros, quelles sont les étiologies? Elles sont en grande partie dominées par la carence en vitamine D, plus ou moins la carence en apport calcique. Les deux autres causes restent la résistance à l'action de la vitamine D, elle reste relativement rare, ou la carence en phosphore, on va le voir tout à l'heure. Donc ça, c'était pour la physiopathologie. On arrive au diagnostic clinique. Alors, le diagnostic clinique, c'est une maladie assez bizarre parce que c'est une maladie en fait qui donne ce qu'on appelle un tableau d'ostéomalacie ou syndrome ostéomalacique, qui se caractérise par un certain nombre d'éléments cliniques, parmi lesquels d'abord un syndrome algique diffus, des douleurs osseuses, musculaires un peu partout, les malades qui ont mal un peu partout, des douleurs un peu mécaniques, mais ça prédomine en gros au niveau du rachis et des ceintures, qui vont s'installer très progressivement, avec aussi une asthénie du malade. Donc c'est des tableaux assez trompeurs, assez frustres. Petit à petit, le patient va avoir une démarche un peu dandinante, on dirait presque neurologique, et une faiblesse musculaire, on parle de pseudomyopathie. À côté de cela, progressivement vont s'installer, et notamment dans les formes évoluées, des déformations de cet os mou. Alors vous aurez de grands varomes, valgomes, une perte de taille, des déformations du thorax en cloche, en violon. Donc vous pouvez aller sur Google voir toutes les déformations que peut donner l'ostéomalacie, et notamment certaines formes héréditaires. Elles sont assez spectaculaires. Donc ça donne une déformation un peu bizarre du squelette. Et aussi, à côté des déformations, vous aurez des fissures et les fractures. Alors regardez un peu ce que ça donne, que ce soit chez l'enfant, l'adolescent ou l'adulte.
Donc, c'est des formations des membres inférieurs et aussi du thorax. Bon, j'ai pas mis d'image. Sur le plan biologique, les biologies, alors la biologie, elle est bien sûr variable en fonction de l'étiologie. Normalement, la calcémie, elle est basse, mais elle peut être normale parfois. La phosphorémie est aussi basse. Alors, vous allez voir que dans le cours de l'ostéoporose, la calcémie et la phosphorémie sont toujours normales. Donc, méfiez-vous de ce piège que rencontrent les praticiens et les étudiants. C'est pour ça qu'on demande devant une ostéopathie calcémie et phosphorémie, parce que normalement, ils sont toujours normales dans l'ostéoporose. Quand elles sont basses, c'est qu'il faut penser à autre chose, et notamment l'ostéomalacie. Les phosphatases alcalines sont augmentées, et on va mesurer les métabolites de la vitamine D, dont normalement une valeur, une hypovitaminose D, c'est à partir de 30 nanogrammes par millilitre, et un déficit profond, c'est à partir de 12-10 nanogrammes par millilitre. Et conséquemment, vous aurez bien sûr une petite hyperparathyroïdie réactionnelle. Alors, l'hyperparathyroïdie réactionnelle, comme vous le devinez, le rôle, c'est un peu de libérer du calcium des os et d'augmenter l'absorption intestinale du calcium pour un peu réguler les taux de calcémie qui sont bas. Donc, l'hypovitaminose D va entraîner une baisse de calcémie. Et donc, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vitamine D, tout simplement. Donc, il y aura une baisse de calcémie. Et la PTH va essayer de réagir. Et le problème, c'est que c'est un cercle vicieux, parce que la PTH, à son tour, va entraîner une libération du calcium de l'os, et donc entraîner un surplus de déminéralisation de cet os déjà déminéralisé. Donc, ça, c'est le bilan biologique. Sur les radios, vous aurez une hypertransparence osseuse assez caractéristique. Alors, on parle d'aspects de mauvais clichés, contrairement à l'ostéoporose. Donc, on aura des aspects flous, des corticales un peu estampées. Donc, on a parfois l'impression que le cliché est mal fait, mais en fait, c'est l'os qui a une déminéralisation un peu floue, un peu bizarre, du fait du manque de minéralisation. Et vous aurez les signes caractéristiques, donc les déformations. Donc, on parle de cœur un peu en forme de bassin, un peu en forme de cœur de carte à jouer, de tassement biconcave, on parle de vertèbres de poisson, et aussi de petites stries assez particulières, ce qu'on appelle les stries de Loser-Milkman, qui correspondent à des petites bandes radiotransparentes entourées de condensation. Les voilà ici, donc vous les voyez, on ne les voit pas très bien. Donc, on en a ici. Donc, on en a ici aussi sur le col du fémur, ici. On en a aussi ici. Donc, on peut passer à côté. Elles siègent essentiellement au niveau du bassin, mais elles peuvent siéger aussi au niveau des côtes. Voilà une assez caractéristique que vous voyez ici. Donc, c'est une strie de Loser-Milkman assez caractéristique de l'ostéomalacie. Vous voyez ici cet aspect un peu flou de l'os. En fait, ce n'est pas un mauvais cliché, mais c'est un os qui est flou. Ici, sur les bords aussi de l'omoplate, on peut en trouver. Cet aspect d'os biconcave assez particulier qu'on n'observe pas du tout dans l'ostéoporose, donc assez particulier de l'ostéomalacie. Et ces déformations osseuses, regardez ce bassin complètement déminéralisé, déformé. Voilà, donc les signes osseux. La scintigraphie osseuse peut faire une cartographie en montrant les stries. Donc ça, c'est ce que je vous disais, qu'on peut avoir des stries un peu sur le bassin, sur les côtes, sur l'omoplate. Et la densitométrie osseuse est basse. C'est un os non minéralisé, donc quand vous mesurez sa densité, elle est basse. Et donc, il faut retenir qu'un T-score inférieur à moins de 2,5 n'est pas du tout spécifique de l'ostéoporose. Il peut aussi s'observer dans les autres ostéopathies bénignes. Alors, on peut faire des biopsies osseuses pour faire le diagnostic histologique. Bon, souvent, on n'en a pas besoin. Et on parle d'analyse histomorphométrique avec technique de double marquage montrant un défaut de calcification.
et un essai de tissu ostéoïde avec retard de minéralisation. Donc c'est un diagnostic histologique, mais il n'est pas nécessaire. La plupart du temps, le diagnostic est clinico-biologique et évident. Donc, vous voyez ici ce que je disais. Donc, pour le diagnostic positif, c'est clinique, radiologique et biologique. L'histologie n'est pas vraiment fondamentale. Le diagnostic différentiel de cette ostéopathie diffuse reste les ostéopathies et les ostéopathies raréfiantes, donc l'ostéoporose, hyperpara et ostéodystrophie rénale, mais aussi les ostéopathies malignes qui peuvent donner aussi des minéralisations diffuses, comme le myélome par exemple, ou des métastases. Donc en gros, voilà le diagnostic différentiel. Donc on arrive aux étiologies, donc il faut bien comprendre encore une fois ce schéma pour voir un peu, expliquer les étiologies. Donc est-ce que c'est un défaut d'apport? Est-ce que c'est un défaut d'hydroxylation? On va voir un peu les défauts d'absorption, on va voir un peu les différentes étiologies. Alors l'étiologie la plus fréquente, on parle d'ostéomalacie carentielle commune, c'est le défaut, la carence d'apport en vitamine D. Mais en général, il ne faut retenir ce diagnostic qu'après avoir éliminé les autres étiologies possibles. Donc ça reste quand même un diagnostic d'élimination. Et en général, c'est plutôt un défaut d'exposition solaire prolongée. C'est le cas du rachitisme chez l'enfant, mais il peut être aussi multifactoriel, c'est-à-dire une alimentation très pauvre en calcium avec un défaut d'exposition solaire chronique. Ça peut entraîner des ostéomalacies. Pour vous dire, il y a 10, 15, 20 ans, on en observait encore, mais sur les dernières années, on en voit de moins en moins, essentiellement du fait de la grande épidémie de la vitamine D, du dosage de la vitamine D. Ça a un effet positif. Maintenant, devant n'importe quoi, on demande la vitamine D, alors qu'il y a 15 ans, la technique n'existait pas, on ne dosait pas du tout la vitamine D. Maintenant, on la dose tout le temps, donc moi, personnellement, je n'ai pas vu d'ostéomalacie carentielle depuis quelques années. Les ostéomalacies d'autres origines, notamment les maladies de malabsorption, de toutes sortes, insuffisance pancréatique, résection intestinale étendue, maladie cœliaque, amylose, etc., MICI, maladie inflammatoire de l'intestin. Donc autant de causes qui peuvent entraîner une malabsorption chronique du calcium et du phosphore et donc entraîner une ostéomalacie par défaut d'absorption d'origine digestive. Vous savez que la forme de stockage, c'est la 25-hydroxyvitamine D3 au niveau du foie. Quand vous avez des insuffisances hépatiques sévères, des cirrhoses, le foie ne va plus assurer son rôle de stock et on peut avoir des ostéomalacies secondaires à l'atteinte hépatique, dans des hépatopathies chroniques. Même chose pour les néphropathies chroniques. Quand on a des néphropathies chroniques, chez l'hémodialysé, l'ostéomalacie est possible, sachant que l'atteinte osseuse en cas d'hémodialyse, on l'appelle d'ostéodystrophie rénale, elle est multifactorielle. Il y a parfois une note d'ostéomalacie, mais pas que. Parfois, il y a ce qu'on appelle une ostéopathie toxique ou adynamique en rapport avec les liquides de dialysa, et notamment les anciens liquides de dialysa qui pouvaient être toxiques pour l'os. Il y a certaines formes héréditaires. Alors, le rachitisme ou l'ostéomalacie autosomique récessive vitaminodépendante de type 1, ce qu'on appelle le rachitisme pseudo-carentiel de Prader, il est en rapport avec un déficit dans l'enzyme 1-alpha-hydroxylase au niveau du rein. Donc, le patient n'a pas cette enzyme, il ne va pas hydroxyler au niveau du rein. Donc, il aura du 25, il va avoir son stock de 25 au niveau du foie, mais il ne va pas hydroxyler au niveau du rein, et donc il n'aura pas la forme active, et donc il n'aura pas la forme active et pas les actions périphériques de la vitamine D, et il va avoir une forme, ce qu'on appelle le rachitisme vitaminodépendant. Si vous voulez, tout à l'heure, je répondrai aux questions. Pourquoi vitaminodépendant? Pour la simple raison que si vous lui donnez de la 25-hydroxy, la forme commerciale qu'on a dans les pharmacies, ça va rien lui faire.
Et il va avoir encore une fois beaucoup de stock, mais il ne va pas l'hydroxyler. Donc c'est pour ça qu'on l'appelait la forme vitamino-résistante ou dépendante, pour la simple raison que même en lui donnant de fortes doses de vitamine D3, de 25 hydroxyvitamine D3, ben ça ne va rien lui faire parce qu'il ne va pas l'hydroxyler au niveau des reins. Donc voilà, les causes carentielles, les causes digestives, les causes hépatiques, les causes rénales. Et puis, parfois, on a une accélération catabolisme de la vitamine D. On peut avoir parfois une perte urinaire de vitamine D, donc dans certaines situations, notamment le syndrome néphrotique. On peut avoir un deuxième type de rachitisme vitaminodépendant. Cette fois, la 1-hydroxylation au niveau du rein se fait, mais les récepteurs de la vitamine D3 ne fonctionnent pas. Donc, les VDR, récepteurs du 1,25 vitamine D3, sont déficients chez ces malades. C'est un trouble génétique aussi, et donc ils ne vont pas avoir aussi l'action de la forme active. Dans ce cas, si vous dosez la forme active, ben vous l'avez trouvée dans le sang, mais elle ne marche pas parce que les récepteurs n'existent pas ou sont défectueux. Donc c'est le rachitisme vitaminodépendant de type 2. Toutes ces causes que je viens de citer, vous voyez qu'il y en a plusieurs, sont en rapport avec le métabolisme de la vitamine D. Mais il n'y a pas que, il y a des ostéomalacies qui ne sont pas en rapport avec le métabolisme de la vitamine D. Et elles peuvent être en rapport avec un trouble du métabolisme du phosphore. Donc ça, c'est le deuxième type d'ostéomalacie, ce qu'on appelle les ostéomalacies hypophosphorémiques. Alors elles aussi, il y a un certain nombre de causes. Dans certaines situations, on peut avoir vraiment des situations de déplétion phosphorée ou phosphatée chronique, notamment iatrogène pour certains médicaments. On peut avoir une hyper-excrétion rénale de phosphate, et parmi les causes de ces excrétions rénales excessives, il y a une forme familiale, le rachitisme hypophosphorémique lié à l'X. On en voit, moi j'ai dû en voir 3 ou 4 dans ma carrière. Parmi les causes, alors vraiment difficiles à diagnostiquer, ce sont les ostéomalacies oncogéniques, hypophosphorémiques. Alors, ces ostéomalacies sont en rapport avec l'excrétion par certaines tumeurs, la plupart du temps bénignes, d'un facteur qui va être à l'origine d'une excrétion excessive de phosphore. Et ce facteur, en fait, excrété par des tumeurs bénignes. Donc, ce sont des ostéomalacies un peu paranéo. Rarement malignes, la plupart du temps c'est des tumeurs bénignes. Le souci c'est que parfois l'enquête pour trouver la tumeur bénigne et nous, je me rappelle, on a eu une malade pendant 10 ans, on n'est pratiquement pas tombé sur la tumeur, on savait que c'était une ostéomalacie oncogénique. On avait un petit spot au niveau de la thyroïde, on l'a envoyé en France. Parfois ça prend 15 ans pour trouver la petite lentille au niveau du sinus, une petite tumeur mésenchymateuse au niveau du cuir chevelu. Et ce sont des enquêtes assez problématiques. Je me rappelle d'une ou deux malades, on a fait PET scan, on a fait des IRM, et c'est des malades qui étaient en ostéomalacie profonde, multifracturaire. Donc on avait diagnostiqué l'ostéomalacie, et ils étaient en hypophosphorémie chronique. Donc on savait que c'était une ostéomalacie hypophosphorémique oncogénique, mais on ne pouvait pas déceler. D'ailleurs, je me rappelle, il y en a même une malade chez laquelle on a fait une hémithyroïdectomie parce qu'elle avait un petit nodule sur la thyroïde. On se disait c'est ce nodule qui est excrété. On lui a enlevé la moitié de la thyroïde pour rien parce qu'elle a continué à avoir son hypophosphorémie. Donc ce sont vraiment des malades à staffer et très problématiques du point de vue enquête. Et quand on tombe sur la tumeur, vous pouvez aller taper sur Google ce type d'ostéomalacie oncogénique assez spectaculaire. Après, quand vous enlevez la petite tumeur de 1 mm, 2 mm, une petite lentille, vous guérissez le malade. Donc, c'est vraiment des situations cliniques à la fois embarrassantes quand vous ne trouvez pas la cause. Je crois que c'est la sclérostine, le facteur, j'ai un petit trou, le facteur que sécrètent ces tumeurs. D'ailleurs, il y a eu un développement récent d'un anti-sclérostine.
Alors, je préfère ne pas dire de bêtises, je vais vérifier plus tard. Le médiateur libéré par ces tumeurs oncogéniques. Enfin, le syndrome de Fanconi. Alors, le syndrome de Fanconi, c'est le diabète phosphoaminoglucosé. En fait, c'est une sorte d'hyper-excrétion rénale de glucose, de protéines et de phosphore observée dans certaines situations. C'est une sorte de néphropathie assez spécifique. Nous, on en a eu quelques-uns et ça peut rentrer dans le cadre de maladies auto-immunes. Par exemple, on a eu 2 Sjögren avec néphropathie de type Fanconi avec ostéomalacie secondaire. Et les inhibitions directes de la minéralisation. Donc, vous pouvez avoir des inhibitions de la minéralisation, c'est-à-dire au niveau de l'os, par certains médicaments, notamment les antiacides, le fluor, certaines situations d'acidose chronique. Voilà, il y a vraiment des causes où bon, tout marche, on a la vitamine D, on a les récepteurs, tout marche, mais on a des facteurs qui vont agir directement sur la minéralisation et l'inhiber, soit par de l'acidose chronique qui va inhiber la minéralisation, soit par certains médicaments. Donc voilà un peu la liste des médicaments, des étiologies, pardon. Donc on arrive au traitement, juste pour vous dire que l'ostéomalacie est vraiment une affaire de spécialistes et on n'en voit pas beaucoup, on voit de moins en moins. Mais à chaque fois qu'on en voit un, c'est vraiment une enquête de rhumatologie très spécifique. Mais dans la majorité des cas, on arrive au diagnostic. Il faut bien analyser le bilan parce que, bon, par exemple, si vous avez une calcémie pas très basse mais une hypophosphorémie profonde, ben, d'emblée, on est sur une forme hypophosphorémique. Si vous dosez la vitamine A25 hydroxy et qu'elle est normale, alors que clairement le malade est en situation d'hypocalcémie ostéomalacie, ben, probablement c'est le 1,25. Si le phosphore aussi est un peu normal, c'est peut-être le 1,25, un rachitisme vitamino-résistant de type 1 ou type 2. Voilà, donc c'est une enquête assez spécifique. Alors pour le traitement, c'est pour les ostéomalacies carentielles de très forte dose de calcium. Voilà, donc vitamine D2 ou si possible D3. Mais on a aussi les formes, notamment pour les rachitismes vitamino-résistants. On dispose au Maroc, on a le 1-alpha, on n'a pas le Rocaltrol qui est le 1,25, mais on a le 1-alpha. On goûte au Maroc, on en dispose. Et bien sûr, pour les formes hypophosphorémiques, on donne de fortes doses de calcium et de phosphore. Dans toutes les formes, on donne bien sûr du calcium à bonne dose, mais dans les formes hypophosphorémiques, on peut donner de très fortes doses de phosphore dans certaines formes. Alors, pour les ostéomalacies carentielles, vous savez que la supplémentation chez quelqu'un, un sujet âgé, en général, on donne 800 à 1200 unités par jour. Pour l'ostéomalacie, c'est quelque chose comme 4000 unités par jour de manière prolongée. Jusqu'à normaliser le squelette et le bilan, ça prend plusieurs mois parfois. Pour les ostéomalacies par malabsorption, on va donner le dédrogil avec le calcium et il faut voir un peu bien sûr le traitement étiologique, régime sans gluten, traitement de la Mickey. Pour les ostéomalacies où on a un problème avec le 1,25, on va donner soit du Rocaltrol, c'est le 1,25 dihydroxyvitamine D3, soit le 1-alpha, qui est juste le 1-hydroxyvitamine D3. Donc en gros, quand on fait le diagnostic, majoritairement, ces malades vont répondre à un traitement médical. Il faut le choisir bien sûr en fonction de l'étiologie. Moi, j'ai vu des ostéomalacies au bout de 6 mois qui étaient mais vraiment avec des squelettes catastrophiques. Au bout d'1 an, ils ont récupéré une vie tout à fait normale. Et c'est vraiment une situation clinique et pathologique où quand on fait le diagnostic, on peut normaliser le malade, normaliser son squelette et sa vie. Alors, ne pas oublier que l'ostéomalacie la règle de doser le calcium et le phosphore et les phosphatases alcalines devant toute situation de syndrome algique diffus prolongé,
Maintenant, vous l'avez comprise. Et bien sûr, j'imagine que vous avez bien sûr aussi intégré que la curabilité de cette affection exige qu'on en fasse un diagnostic le plus précoce possible, parce que sinon, le malade, quand il va par exemple déformer ses vertèbres ou son squelette, ben, on va ossifier, minéraliser, mais il peut rester en déformation. Donc, s'il a déjà des varomes, on ne va pas corriger ces varomes, on va solidifier ses os, les minéraliser. Mais s'il est déjà au stade de déformation assez importante, on peut vraiment, je dirais, rendre son os normal. Mais si ces déformations sont déjà assez spectaculaires, on ne peut pas les réduire. D'où la nécessité de faire un diagnostic le plus précoce possible. Alors, c'est un petit cas clinique. Bon, c'est une dame de 41 ans. Elle vous consulte car elle présente des douleurs des deux hanches. Elle n'a pas d'antécédents, elle ne prend aucun traitement. Elle a des douleurs permanentes qui prédominent dans la journée à la station debout et elles sont apparues depuis 2 mois et s'aggravent. Donc vous l'examinez, elle est asthénique, elle a une pâleur, des difficultés à la marche et la patiente doit céder pour passer de la station assise à debout. La palpation des fémurs et des os du bassin est douloureuse. La patiente présente des cheveux et des ongles cassants ainsi que des diarrhées fréquentes depuis plus d'1 an. Quel est votre diagnostic? Alors ça, c'est un exemple de cas clinique. Alors quel est le diagnostic le plus probable? Pardon. Monsieur, une réponse. Vous êtes là? Oui, monsieur, on est là. Alors, Il y a une première réponse. ouais. Alors, il y a une première réponse. J'ai du mal à accéder aux questions. Alors, tu peux me lire, Amine, s'il te plaît, la réponse? Oui, la première réponse, on vous a dit, on peut penser à une néoplasie devant l'asthénie d'abord. Oui, une néoplasie, c'est-à-dire dans le sens d'une ostéomalacie paranéoplasique, c'est ça? Parce que l'ensemble du tableau était en faveur d'une ostéomalacie. Donc on évoque une ostéomalacie en premier, parce que ça fait ostéopathie, la démarche dandinante, les difficultés, etc. Donc on peut évoquer ce diagnostic. Et c'est clair qu'on peut évoquer une paranéo en première intention. Donc je pense que l'interrogatoire à l'examen clinique, vous avez pratiquement tout le cours, donc l'asthénie, les douleurs osseuses, voilà, plutôt mécaniques, s'aggravant progressivement. Alors quel examen vous allez demander? On vous a dit bilan phosphocalcique. Exactement, donc bilan phosphocalcique. Quoi d'autre? Vitamine T. Vitamine T. Ouais. Ah, quand ils disent bilan phosphocalcique, ça veut dire quoi? Monsieur, normalement, c'est calcémie, phosphorémie et même également au niveau des urines. Alors, il y a le bilan phosphocalcique, mais quand vous dites bilan phosphocalcique, il faut préciser parce que le bilan phosphocalcique, c'est calcémie, phosphorémie.
phosphatase alcaline, d'accord? Automatiquement, vitamine D, et quand vous faites vitamine D, vous marquez toujours sur le banc 25 hydroxyvitamine D2, D3. On ne dose pas la 1,25, on dose la 25, qui est la forme de stockage. Le dosage de la 1,25, il est très spécifique, très mal fait. La forme active, elle est labile. Donc, on ne dose pas la 1,25. Donc, on fait calcémie, phosphorémie, phosphatase alcaline, vitamine 25 hydroxyvitamine D2, D3 et PTH. Donc, voilà le bilan phosphocalcique. Donc, régulièrement, la calciurie, on ne la fait pas beaucoup. Donc, exactement, donc c'est ça. Et quelles étiologies vous allez rechercher? Est-ce que vous avez des pistes sur l'observation? Exactement. Donc j'ai digestive devant diarrhée, super. En fait, au lieu de digestive, il fallait dire malabsorption, c'était le terme approprié. Malabsorption, de facto, toujours évoquer le paranéo et le chercher. Et notamment si vous avez l'hypophosphorémique. Donc voilà un peu les réponses. Donc l'interrogatoire, c'est les douleurs osseuses mécaniques, d'aggravation progressive, diarrhée fréquente. Donc c'était malabsorption intestinale. Donc on avait l'ensemble du tableau de. Vous avez oublié au passage la radiographie. J'ai attendu radio parce que finalement c'est la radio qui va poser le diagnostic, qui va vous montrer la déminéralisation, que vous êtes précipité sur le bilan biologique. Mais au départ c'est une radio parce que c'est la radio qui va vous montrer les signes. Hein. Avec tous les signes, donc voilà. Et puis les étiologies, bon, il y avait tout un ensemble d'étiologies qui pouvaient être évoquées. N'oubliez pas que automatiquement la créatinine doit être dosée parce que on peut être devant quelqu'un qui a une insuffisance rénale chronique non diagnostiquée. Donc voilà un peu. Et puis une enquête médicamenteuse aussi pour voir s'il n'y a pas de médicaments. Donc voilà le bilan de la malade. On a trouvé un dosage de la vitamine D effondré, une hypophosphorémie, des signes de malabsorption intestinale et on a fait tout un bilan pour diagnostiquer une cause de malabsorption, notamment une pancréatopathie, une maladie cœliaque, une pancréatite chronique, une néphropathie. Voilà, donc vous voyez que c'est quand même des malades assez lourds. Et pour au final, quand on n'a rien, comme je vous le disais, au final, retenir l'ostéomalacie carentielle. En l'occurrence, dans cette situation, on aurait pu tomber sur une malabsorption intestinale après la biopsie, soit une maladie cœliaque ou autre chose. Et le traitement, c'est vraiment le traitement vitamine D forte dose. Et le traitement, en l'occurrence ici, éventuellement, si c'est une maladie cœliaque, un régime sans gluten, avec une surveillance jusqu'à la normalisation du calcium et de la calciurie, et la normalisation des radios. Mais ça prend plusieurs mois, la normalisation des radios chez ces malades. Alors, est-ce que vous avez des questions sur l'ostéomalacie? Donc, on a fait le cours... rapidement, je dirais, on a fait même pas 45 minutes. Donc s'il y a des questions avant qu'on passe au cours sur l'ostéoporose. Les déformations, est-ce que les déformations sont définitives? Ben, malheureusement, oui. Par exemple, dans les formes qui traînent pendant plusieurs années, quand nous, on a récupéré des rachitismes hypophosphorémiques familiales d'adolescents, ils avaient une perte de taille, ils avaient des varomes un peu spectaculaires. On a un peu traité
le rachitisme, mais les déformations étaient déjà là. On ne va pas faire gagner de la taille à un malade. Un malade, quand il a cassé, déformé des vertèbres, perdu 10 cm de taille, déformé son thorax, son autonoir, etc., bon, malheureusement, on ne peut pas vraiment l'améliorer. Alors, est-ce qu'on peut avoir une ostéomalacie devant une insuffisance? Non, pas du tout. Non, l'insuffisance, c'est une insuffisance en vitamine D. Une insuffisance, par exemple, une insuffisance, c'est 20 nanogrammes, 18, 15. Non, c'est pas une ostéomalacie. Même une insuffisance prolongée, je te dirais, tout le monde est en insuffisance. Allez doser votre vitamine D, vous trouverez que vous n'avez pas... Personne n'a 30 nanogrammes durant l'automne, l'hiver et même jusqu'au printemps. Personne n'a de vitamine D normale. Donc l'insuffisance, je ne vais pas dire que c'est une anomalie, mais ça touche tout le monde. Hein. L'insuffisance, du moment... alors ce qu'on dit toujours, nous, les rhumatos, ce qu'on dit aux gens, en fait, les études montrent que pour avoir une calcémie tout le temps normale, il faut avoir, alors je vais activer ma caméra, il faut avoir, je ne sais pas si vous me voyez. Si, monsieur, on vous voit. Alors, il faut avoir les bras, moitié des bras, je dirais, dénudés, 30 minutes par jour, de 11 heures, les bras et le visage, de 11 heures jusqu'à 15 heures, pour avoir une dose d'UV suffisante pour transformer le 7-déhydrocholestérol en vitamine D. Il faut s'exposer tous les jours, 30 minutes, par ciel, si possible dégagé, parce que si le ciel n'est pas dégagé, il n'y a pas suffisamment d'UV. Autrement dit, personne n'y arrive. Donc c'est pour ça que l'insuffisance en vitamine D, quand on fait les études de population, les études qui ont été faites au Maroc, les IHI à l'hôpital militaire, elles ont maintenant 10 à 15 ans. Allez les trouver sur Google, il y en a partout. Et vous trouverez que dans 90% des cas, chez l'homme et la femme, tout le monde est en situation d'insuffisance de vitamine D. Alors le souci, je soulève justement cette parenthèse pour vous informer sur cette question cruciale, c'est dans quelles circonstances faut-il doser la vitamine D? Alors, il ne faut pas la doser chez n'importe qui, hein, parce que ça vous donne des angoissés de la vitamine D. Et normalement, il faut la doser chez la femme au-delà de 60 ans, chez les hémodialysés, quand on a des fractures inexpliquées, devant un syndrome magique diffus. Voilà, il ne faut pas la doser chez n'importe qui, la vitamine D. Parce que vous aurez quelqu'un qui a 25 ans et qui aura 12 nanogrammes et qui va venir voir le rhumato pour lui dire « j'ai 12 nanogrammes, qu'est-ce que j'en fais ?» Vous n'en faites rien. Parce que, tout le monde traîne des insuffisances. Elles ne sont pas forcément pathologiques. Et on n'a pas encore réellement une réponse scientifique à cette question. Alors, le foie est responsable de la 25-hydroxylation de la vitamine D. Le stockage se fait essentiellement au niveau du foie. Essentiellement. Donc, le foie est l'organe de stockage de la vitamine D. C'est pour ça que dans les hépatopathies chroniques, on peut avoir des ostéomalacies parce qu'on n'a pas l'organe qui va stocker la vitamine D. On va avoir une bonne hydroxylation, une bonne transformation du cholestérol en vitamine D3 au niveau de la peau, mais après il ne sera pas hydroxylé parce que le foie ne va pas assurer ce rôle. En cas d'insuffisance rénale, est-ce qu'on doit donner les deux? Les deux, on donne le 1,25 ou le 1-alpha. Si possible, le 1,25, parce que c'est vraiment la forme active, mais le 1-alpha aussi, on peut le donner. Donc on peut donner le 1-alpha aussi. Alors, le 1-alpha, quand vous avez donné le 1-alpha, il va être hydroxylé au niveau du foie. Et après, quand il va être libéré du foie, il sera 1,25. Donc, vous voyez un peu le principe. Donc, vous pouvez donner en gros les deux. Le 1,25 est directement actif. Le 1-alpha, il aura l'hydroxylation au niveau du foie. D'autres questions? Avis? Oui, chez les gens, les rachitismes hypophosphorémiques et les rachitismes vitaminорésistants sont des gens qui sont traités à vie. Effectivement, ils sont sous Rocaltrol ou 1-alpha à vie, avec du phosphore aussi et du calcium à vie.
Bah, parce qu'ils n'ont pas de 1 alpha. Je vous en prie. Sachant que ça reste quand même rare. Moi, ça fait 20 ans que je suis rhumatologue. Je vais vous dire, les rachitismes hypophosphorémiques et les ostéomalasies carentielles, j'ai dû voir maximum une vingtaine. Donc, ça reste quand même des maladies. L'ostéomalacie carentielle, quand j'ai démarré mon résidana, on avait des séries à l'hôpital Yachi, fin des années 90, début des années 2000. Après, quand on a démocratisé le dosage de la vitamine D, ben, on n'a presque plus vu de... Je me rappelle, moi, des patients, et notamment qui portaient le niqab. Il y avait beaucoup de patientes qui venaient dandinantes avec des syndromes algiques et on diagnostiquait des ostéomalasies carentielles. Mais franchement, on en voit de moins en moins pour la simple raison que maintenant, le dosage de la vitamine D fait partie de bilans un peu systématiques chez tout le monde et donc on en voit heureusement de moins en moins. Moi, je n'ai pas traité d'ostéomalacie carentielle chez un patient depuis plus de 5 ou 6 ans. Hein. Ceci dit, il faut toujours y penser. Il faut y penser quand vous avez des syndromes algiques diffus, inexpliqués. D'ailleurs, nous, on le fait toujours à l'hôpital, notamment chez les hémodialysés, notamment dans certaines situations. Et on tombe sur certaines formes de temps à autre. C'est bon? Pas d'autres questions? C'est un cours clair? Ok, ben, on va passer au deuxième cours, qui est celui de l'ostéoporose. Alors, autant j'étais en train de vous dire qu'on parle d'une maladie relativement rare, qui est l'ostéomalacie, autant l'ostéoporose, je suis désolé de dire aux filles qui sont connectées que 30% au moins d'entre vous seront touchés par l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est une maladie qui est extrêmement prévalente au-delà de 60-65 ans. On estime qu'en gros, 30% des femmes qui vont dépasser 60 ans vont faire des fractures ostéoporotiques. Donc c'est un peu comme l'arthrose, comme l'athérosclérose, comme des choses pareilles. Donc c'est des choses qui avec l'âge, sont extrêmement prévalentes. On va en discuter. Alors voilà les objectifs. Donc d'abord la définition, je pense que c'est essentiel. On va revenir brièvement, on l'a déjà vu, sur les mécanismes du remodelage osseux. On va discuter d'une notion essentielle qui est à l'échelle de chaque individu. On parle d'établir un statut osseux. C'est-à-dire quand un patient va venir voir un rhumato, on doit voir un peu grossièrement son statut osseux. C'est un peu comme le statut cardiovasculaire. Le cardiologue, quand il a un patient de 60 ans, hypertendu, diabétique, machin, il va essayer de voir s'il est à risque de faire un accident vasculaire cérébral. Et donc, il y a maintenant des petites matrices, des petits scores qui sont un peu validés. Le score de Framingham, par exemple, pour l'évaluation du risque cardiovasculaire. Eh ben, c'est la même chose pour l'os. C'est-à-dire, quand on a un patient, une patiente d'un certain âge, on peut, à travers un certain nombre d'éléments, voir s'il est à risque de faire une ostéoporose et s'il est à risque de se casser. Alors, on va discuter de l'ostéodensitométrie. C'est un examen essentiel au diagnostic de l'ostéoporose. Il n'est pas obligatoire et il n'est pas suffisant. On va voir pourquoi. On va voir que dans certaines situations, pour certains patients qui se présentent avec un seul tassement vertébral, le problème peut se poser d'un diagnostic différentiel avec un tassement vertébral non ostéoporotique et notamment malin. Ça, il faut vraiment faire gaffe à ça. Et c'est des circonstances. Patient de 70 ans qui n'a rien, qui vient... Parce qu'au final, vous avez fait les douleurs inflammatoires, douleurs mécaniques. Sachez qu'une personne de 70 ans qui casse une vertèbre, ben, ça peut être extrêmement douloureux. Retenir quand même que dans plus de 60-70% des cas, on découvre des fractures alors que les patients ne rapportent même pas vraiment l'événement. Ils peuvent venir pour un petit rachis sous-syphotique, on fait une radio et on tombe sur un placement ostéoporotique. Donc il y en a qui ne sont pas extrêmement parlants, mais parfois c'est extrêmement spectaculaire. Et ces patients qui vont venir avec ce tassement hyperalgique,
On ne va pas savoir, avec des douleurs la nuit, on ne va pas savoir au départ si c'est vraiment bénin ou malin. Et on va discuter des principes du traitement. Alors, faites attention d'emblée à la définition. L'ostéomalacie est une maladie où il n'y a pas de problème de masse et de volume osseux. On a suffisamment d'os, mais c'est un os ostéoïde non minéralisé. Dans l'ostéoporose, c'est pas la même chose. On a la masse osseuse est faible. C'est-à-dire, en gros, si vous prenez quelqu'un et vous pesez son squelette, ben, il n'a pas beaucoup d'os. Donc, c'est une faible masse osseuse par rapport à son âge. Avec, à côté de cette notion de faible masse osseuse, aussi une détérioration histologique du tissu osseux et notamment sa micro-architecture. Et donc ce volume osseux faible et cette micro-architecture défaillante de l'os vont faire que cet os ne sera pas normal, ne sera pas solide et donc va être exposé à un risque augmenté de fractures pour rien. Vous avez des malades, il va éternuer, il va se casser une côte. Il va tomber de rien, il va se casser un fémur. Donc l'ostéoporose, c'est ça. Et donc c'est des fractures sur un os insuffisant et un risque de fracture conséquent, à une fragilité osseuse, elle aussi conséquente à un défaut de quantité et de qualité de l'os. Donc voilà la définition. Alors pour l'épidémiologie, normalement c'est entre 30 et 45 des femmes qui arrivent à la ménopause, elles vont faire une fracture ostéoporotique. Alors il y a un élément essentiel en médecine que je dis toujours aux étudiants en médecine. Quand on vous demande d'évaluer un risque médical, c'est-à-dire quel est un risque de faire un AVC, quel est un risque de faire une sinusite, quel est un risque de faire un choc anaphylactique, quel est un risque de faire une fracture ostéoporotique. Vous avez la plupart du temps un certain nombre d'éléments sur lesquels vous allez vous baser médicalement et scientifiquement pour établir une situation de risque. Et donc, par exemple, pour l'AVC, quelqu'un qui a une hypertension, un diabète, qui est obèse, qui a une hypercholestérolémie, qui fume, bah, il a N fois le risque de faire un AVC par rapport à la population générale. Mais le facteur déterminant pour faire un événement médical X, quelle que soit sa nature, c'est d'avoir fait cet événement dans ses antécédents. Autrement dit, quand vous faites un AVC, vous avez beaucoup plus de risques de faire un AVC dans les années qui vous restent à vivre que le reste de la population. Quand vous avez fait une fracture vertébrale, vous avez dans l'année qui suit 5 fois plus de risques d'en refaire une autre par rapport à la population générale. Donc ça, il faut retenir vraiment ça. Alors, beaucoup d'études ont été faites au Maroc. Je pense que les rhumatologues marocains ont vraiment de quoi être fiers parce qu'on a, grâce à l'équipe de l'hôpital Yayachi, l'équipe de l'hôpital militaire, mes collègues, vous allez sur PubMed, vous tapez ostéoporosis au Maroc. On est peut-être le pays qui a le plus publié sur l'ostéoporose en Afrique et dans le monde arabe. Donc on a beaucoup de publications sur les 20 dernières années, on a beaucoup de chiffres et on est vraiment, on a des chiffres et on peut vraiment savoir vraiment ce qui se passe. Moi je me rappelle au cours de mon résidenat, on n'avait pas beaucoup de chiffres et c'était l'époque où on commençait à découvrir un peu, c'était l'époque où, alors il faut savoir que dans les années 80, 70, 80 jusqu'aux années 90, on n'avait pas de densitométrie osseuse. Donc on attendait que les malades se cassent pour diagnostiquer l'ostéoporose. Donc on ne faisait pas vraiment de prévention. Et on n'avait pas de médicaments. À partir de la fin des années 90, début des années 2000, il y a eu les médicaments pour traiter l'ostéoporose et on a commencé à dépister. Et donc quand on a commencé à dépister, préalablement, on ne savait pas si on avait vraiment beaucoup d'ostéoporose. Et en fait, les études ont montré qu'on avait pratiquement la même situation qu'en Europe.
Et les études faites à l'hôpital Yeshi donc, montrent que presque 35% des femmes au-delà de 50 ans font d'ostéoporose. On a même l'incidence des fractures du col, notamment sur la région de Rabat Salé. On a eu beaucoup d'études qui ont été publiées. Je ne vais pas revenir sur ces maçons qui construisent et qui détruisent et construisent l'os. Je pense que vous avez saisi un peu comment ça se passe. Donc, on parle d'unité de BSU, c'est la petite unité. Donc, il y a plusieurs unités. Donc, vous imaginez le squelette, il est plein de petites, ce qu'on appelle les lacunes de Howship. Donc, il y a partout des petits ostéoclastes qui vont localiser, qui vont coloniser des petits endroits sur les surfaces osseuses, détruire, construire, détruire osseuses à droite et à gauche au squelette. Et ces petites unités, on les appelle des BSU. Donc, imaginez des milliards de maçons un peu à droite et à gauche en train de détruire, construire. C'est un peu ce qui se passe. Et donc, l'ostéoporose, en fait, regardez ce qui se passe en bas. Alors, regardez la surface hachurée. Et alors, vous aurez en fait ce qui se passe, c'est simple. C'est vous avez des ostéoclastes qui vont détruire, des ostéoblastes qui vont construire. Et à partir d'un certain moment dans la vie, et notamment chez la femme en post-ménopausique, le rythme ne sera plus le même. Les ostéoclastes vont détruire une certaine quantité, les ostéoblastes qui vont venir et construire, ils vont construire du tissu osseux, mais un peu en quantité insuffisante par rapport à ce qui a été détruit. Et donc, au fil du temps, vous aurez un petit manque qui va s'accumuler en quantité d'os par défaut de construction et excès de résorption. Donc, en fait, on a un excès de résorption, un défaut de construction, d'ostéoformation. Et donc, c'est en gros un déséquilibre ostéorésorption, ostéoformation qui va se construire avec le temps. Et regardez un peu ici, c'est une travée osseuse. Donc, vous avez cette travée osseuse qui est détruite normalement. Elle devrait être reconstruite. Mais si elle n'est pas reconstruite, vous aurez des travées un peu comme ça, à droite et à gauche, avec un os qui va perdre sa micro-architecture. Et la principale cause reste l'ostéoporose post-ménopausique par carence œstrogénique. Donc la carence œstrogénique va entraîner une inhibition de l'apoptose des ostéoclastes. Autrement dit, les ostéoclastes ne seront plus inhibés, avec une augmentation de leur durée de vie, beaucoup d'ostéoclastes actifs, et donc des ostéoblastes un peu plus paresseux, et donc une augmentation de la résorption de l'os, avec une différenciation ostéoclastique qui va être stimulée par certaines cytokines. Donc une perte osseuse avec aussi une architecture défectueuse. Donc voilà un peu le mécanisme de l'ostéoporose. Et donc aussi le vieillissement par plusieurs mécanismes. Donc on n'aura pas beaucoup de vitamine D parce que la fonction rénale n'est pas optimale. L'absorption intestinale du calcium aussi va être défectueuse. Tout ça va faire qu'on a beaucoup de facteurs qui vont faire que cette construction de l'os ne va pas se faire de manière optimale. Et donc il y aura une déperdition au fil du temps. Une diminution des activités des ostéoblastes, augmentation de l'activité des ostéoclastes. Voilà, tout ça va faire qu'on va aboutir petit à petit à une ostéoporose. Donc voilà un peu un résumé. Donc normalement, dans les conditions normales, vous voyez que la balance est normale. Résorption, formation. En cas de situation d'ostéoporose, la résorption l'emporte sur la formation. On a une ostéoporose petit à petit. Quand elle atteint un certain seuil, on aura des fractures. Voilà, donc, va s'ajouter à cela, notamment chez le sujet âgé, une petite insuffisance en vitamine D, une diminution d'absorption de calcium. Autrefois, on parlait d'ostéoporomalacie, mais c'est un terme qu'on n'utilise plus.
Mais bien sûr, l'hypovitaminose D va aussi, bien sûr, participer à cela parce que bah, il n'y aura pas suffisamment de calcium pour construire cet os et on va aboutir à un défaut de masse osseuse. Donc, regardez ici cet os normal avec ses travées. Donc, sur ces microtomies, ces cours, regardez sur les coupes histologiques ce qui arrive. Regardez un peu les travées. Donc, vous aurez des travées. Alors, en fait, moi, ce que je dis souvent, c'est un peu comme, si vous voulez, faites l'expérience chez vous. Pour ceux qui aiment faire des expériences, prenez du pain. Alors, enlevez la croûte et mettez-le de côté. Vous aurez du pain rassis. Pardon, enlevez la mie, pas la croûte. Laissez la croûte, pardon. Enlevez la mie. À l'intérieur. Et laissez-le. Et mettez à côté un os normal. Un pain normal. Ben, c'est simple. 20 jours plus tard, prenez le même os, le même. Bon, je fatigue. Prenez le même pain. Prenez un marteau pour casser le pain rassis et vous aurez du mal. Par contre, pour le pain où il n'y a pas de mie, vous allez juste exercer une petite pression et hop, la croûte, elle explose parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire, vous avez cet os trabéculaire ici, mais aussi cortical. Cortical, c'est la croûte. Trabéculaire, c'est la mie. Et c'est un peu comme ça les vertèbres. Donc, ça va se casser pour rien parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Donc, regardez un peu un os normal et un os ostéoporotique. Donc, voilà. Donc, c'est l'importance des connexions pour préserver la solidité osseuse. Regardez ce schéma. Donc, vous imaginez bien que là, il n'y aura pas de souci. Par contre, là, eh ben, ça va se fracturer. Donc, c'est un peu l'ostéoporose. Donc, si vous avez compris ça, vous avez compris un peu l'os ostéoporotique. Alors, l'ostéoporose primitive, c'est l'ostéoporose post-ménopausique chez la femme en post-ménopause. L'ostéoporose sénile du sujet âgé. Mais, dans un premier temps, quand vous diagnostiquez une ostéoporose, la plupart du temps, il faut faire un bilan pour éliminer l'ostéoporose, ce qu'on appelle secondaire, notamment chez les patients qui sont sous traitement prolongé par cortisone, par chimiothérapie, certaines pathologies, toutes les endocrinopathies, le diabète, le Cushing, les hypogonadismes, voilà, tout ça, ça entraîne de l'ostéoporose. Mais en général, c'est multifactoriel, c'est-à-dire vous allez trouver un patient diabétique au mauvais état général, qui prend des anticoagulants, etc. Donc souvent, c'est un peu multifactoriel. Mais n'oubliez pas cela, c'est-à-dire avant de parler d'ostéoporose primitive, il faut toujours faire un bilan minimal pour éliminer une ostéoporose secondaire. Alors, quels sont les facteurs de risque? Alors là, on parle d'ostéoporose secondaire, mais on peut parler aussi de facteurs de risque. Alors, les facteurs de risque de l'ostéoporose, voilà, c'est un peu entre les étiologies, si vous voulez. Le principal facteur de risque majeur, c'est l'hérédité. Quand on a une mère qui s'est cassé le fémur, qui s'est fait des fractures vertébrales, c'est un haut risque. Quand on a de l'anorexie mentale, une ménopause précoce, donc un défaut hormonal précoce et prolongé. Donc vous voyez l'OMS, la communauté européenne, le GRIO, qui est le groupe de recherche sur l'ostéoporose en France. Donc c'est pratiquement les mêmes facteurs de risque. Les sujets maigres, les hypogonadismes, la corticothérapie. Voilà, donc c'est les mêmes facteurs de risque finalement. Alors, on arrive à la clinique. Alors, malheureusement,
On a toujours des médecins qui nous adressent des malades qui ont mal partout en nous disant ils ont de l'ostéoporose. L'ostéoporose est une maladie silencieuse. Les malades perdent sournoisement, silencieusement leur masse osseuse jusqu'à se casser. Et donc l'ostéoporose, c'est l'épidémie silencieuse, c'est le voleur silencieux de l'os. Donc à chaque fois qu'on anime des émissions radio, on l'appelle Al-Maradu Samit. Il n'y a pas de douleur. Quand il y a des douleurs, c'est-à-dire que le malade s'est déjà cassé. Mais quelqu'un qui a juste une DMO basse, il n'a pas mal. Hein. La DMO basse, ça fait pas mal. Il va courir un risque de se casser et si on ne fait pas le diagnostic, il va se casser tout simplement. Donc l'ostéoporose est une maladie silencieuse jusqu'à la fracture. Je vous demande s'il vous plaît de retenir cette règle. Et voilà les conséquences de l'ostéoporose. Donc voilà, c'est en général la perte de taille, déformation du thorax, de la colonne. Voilà, donc, et les principales fractures, donc le poignet, et ce qu'on appelle la fracture sentinelle, en général elle est entre 50 et 60 ans. Les fractures vertébrales, c'est plutôt la tranche 60-70 ans. Et les fractures du col, c'est au-delà de 70 ans. Donc en gros, ça c'est ce qu'il faut retenir. Mais on a des femmes de 55 ans qui peuvent se faire des fractures vertébrales, et on a des femmes de 68 ans qui peuvent se casser le fémur. Mais en gros c'est ça. Vous voyez ici les fractures vertébrales. Alors, nous, il y a un terme qu'on cherche absolument à prohiber du jargon rhumatologique, c'est le terme de tassement vertébral. On n'aime pas trop, parce que tassement vertébral, quand ça figure sur un compte rendu de radiologie, il y a des études qui montrent que, par exemple, il y a une étude qui a été faite, je pense, à Boston il y a une vingtaine d'années. C'était à l'époque où on a commencé vraiment à communiquer beaucoup sur l'ostéoporose. On s'est rendu au final compte que quelqu'un qui venait pour une douleur, on faisait une radio du rachis dorsal et lombaire. On réalisait déjà que les radiologues passaient à côté de pas mal de fractures tassement. Quelque chose comme 20 à 30% étaient diagnostiqués. Quand ils étaient diagnostiqués, les radiologues mettaient sur les résultats tassement vertébral, mais ne le mettaient pas sur la conclusion. Quand certains radiologues mettaient tassement vertébral dans le résultat et le mettaient sur conclusion, le malade sortait avec tassement vertébral dans sa conclusion, et il n'était ni traité ni diagnostiqué. Donc il avait 2 tassements vertébrales, on considérait que c'était normal, et il se baladait dans la rue jusqu'à se casser le fémur. Voilà, donc maintenant, ça a un peu changé quand même. Et c'est pour ça que de plus en plus les rhumatologues aiment parler de fracture vertébrale. Donc on utilise plutôt le terme de fracture ou fracture tassement, mais pas tassement, parce que tassement, ça renvoie à pincement discal, et les gens confondent pincement et tassement, et ça renvoie à une certaine bénignité, alors que c'est pas du tout bénin. C'est pas du tout bénin. Les gens qui font une fracture ostéoporotique, je vous le dis d'emblée, un homme à 75 ans qui fait une fracture du fémur, du col du fémur, c'est 40% de mortalité dans la première année. 40% de mortalité. Ça veut dire que la fracture du col est une maladie mortelle. Les femmes qui, entre 60 et 70 ans, font des fractures vertébrales, elles perdent 5 à 10 années de leur vie, en quantité de vie. Voilà, donc c'est pour ça que maintenant on parle de fractures majeures et de fractures mineures. Les fractures vertébrales sont des fractures majeures. Les fractures du fémur osseux. Les fractures du lumérus aussi. Mais on peut avoir des fractures un peu bénignes, les métatarsiens. Sachez qu'il y a des os qui ne sont jamais touchés par les fractures ostéoporotiques, les os du crâne, les os du visage, les os courts. Voilà, c'est des os les os du carpe, les métacarpiens, les phalanges. Voilà, donc c'est plutôt les os lents, plutôt le fémur, plutôt le bassin, plutôt le rachis, les côtes aussi, les mains non, le visage non, l'os non. Donc il n'y a pas de fracture ostéoporotique, par exemple du visage, ça n'existe pas. D'ailleurs, pour les fractures
vertébrale, il n'y a pas de fracture vertébrale ostéoporotique au-dessus de D4. Il n'y a jamais de fracture ostéoporotique du rachis cervical. Une fracture du rachis cervical est toujours maligne. Une fracture de D1 est toujours maligne. Donc ça, c'est des règles à retenir. Alors, des fractures par insuffisance osseuse, oui, on en voit aussi. Voilà, et c'est des choses à connaître. Bon, on peut passer à côté, notamment au niveau du calcaneus. Là, il peut être touché par des fractures par insuffisance osseuse. Alors, du point de vue symptômes, on peut avoir des symptômes aigus. Les symptômes aigus, ce sont les fractures. Donc, les rachialgies aiguës. Donc, une dame, 65 ans, elle tousse, elle éternue et hop, elle ressent une douleur absolument violente au niveau du rachis. Elle vient vous voir, elle a un syndrome rachidien majeur et il faut faire une radio automatiquement. Et au bout de quelques semaines, ça va s'améliorer. Parfois, ça prend jusqu'à 3 mois. En retenant, je vous l'ai dit au départ, que 2/3 des fractures vertébrales ne sont pas responsables de douleur. C'est-à-dire, on va les diagnostiquer plus tard devant des rachialgies chroniques. Et voilà, devant ces situations, une dame de 70 ans, elle va venir, elle a de syphose, elle a une petite gêne à la respiration, elle vous dit que, j'ai un peu mal au dos, et hop, vous faites une radio du rachis, vous trouvez 3-4 fractures vertébraux, alors qu'elle s'est vraiment jamais plainte de rachialgie aiguë. Ça, c'est des choses qu'on voit souvent, hein. Et en gros, il faut retenir une chose, entre 20, 30 ans et 60 ans, une femme peut perdre 2-3 cm de taille. Quand elle perd plus de 3-4 cm, la plupart du temps, vous allez tomber sur une fracture vertébrale. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours, à 55-60 ans, demander à la dame ou au monsieur. Le monsieur, beaucoup plus rarement. Un homme perd 1-2 cm entre 20 et 60 ans. Une dame, ça perd 2-3 cm maximum. Donc il faut toujours demander à une dame, bon, malheureusement, elle n'a pas toujours l'info, quelle a été sa taille à 20 ans. Donc s'il vous dit, docteur, je mesurais... vous avez une retraitée enseignante qui a toute sa tête, elle vous dit, docteur, vous constatez une petite hypersyphose, elle vous dit, docteur, à 23 ans, j'ai fait l'école des institutrices, je mesurais 1m68 et hop, là, 1m62, à tous les coups, elle a cassé des vertèbres. Quand vous allez faire une radio, vous allez tomber sur des fractures vertébrales. Donc voilà un peu donc ce que je vous disais à l'instant. Donc il faut mesurer la taille de manière automatique. Quand la patiente arrive à des stades de syphose pareil, c'est que c'est souvent malheureusement trop tard. Donc il ne faut pas trop attendre les fractures, il faut faire un dépistage, et l'examen de dépistage, c'est l'ostéodensitométrie. C'est une mesure de la densité de l'os, comme son nom l'indique. Et donc, plus l'os est moins dense, plus il va se casser. Donc, plus le patient a une hypertension, un patient qui a 19 de tension maximale et 12 de minimale, vous le laissez comme ça, en 3 mois, il va faire un AVC. Hein. Et une patiente qui a moins 3,5, sa probabilité de se casser dans le fémur dans les 5 ans est plus de 10 à 20%. Voilà, donc il faut retenir ça. La densitométrie vous permet de prédire un risque fracturaire. Donc c'est une machine simple. On a été le premier hôpital au Maroc à en avoir en 2002, si mes souvenirs sont bons. On a acheté un densitomètre. Donc c'est quelque chose qui maintenant coûte dans les 500 000 dirhams. Au Maroc, à l'époque, il y en avait 3. Maintenant, il doit y en avoir 200 ou 300, il y en a partout, heureusement. Bon, malheureusement, c'est pas super bien fait. C'est une technique où il y a beaucoup d'artefacts, d'erreurs. C'est pas une radio standard, là, densito. Il faut qu'elle soit bien faite. On a beaucoup de gags. Normalement, au rhumato, on fait des ateliers d'apprentissage aux résidents, comment interpréter une DMO, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Alors, 3 sites de mesure. On va mesurer la densité au niveau du rachis. Voilà la position du malade. On va... voilà la position, je disais, du malade.
On va mesurer au niveau du fémur. Voilà la position du fémur. Et donc la machine, elle va balayer et mesurer la densité osseuse. Alors il faut retenir une chose, c'est que c'est une densité surfacique et non volumétrique. Donc cette machine, elle ne mesure pas la densité par volume, mais par surface. Donc voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne des images pareilles. Donc, un gramme par centimètre carré vertèbre par vertèbre. Et un T-score et un Z-score. Alors, la machine va mesurer la densité vertèbre par vertèbre et elle va corréler cette mesure par rapport à l'âge. Et ça définit le Z-score. Mais elle va aussi corréler par rapport à une mesure de l'adulte jeune. Et ça définit le T-score. Et normalement, on ne tient pas compte du Z-score, mais plutôt on tient compte du Z-score, du T-score, pardon, qui est la valeur de la densité minérale osseuse rapportée à la valeur de l'adulte jeune. Donc T-score et Z-score. T-score, c'est par rapport à l'adulte jeune. Par exemple, je ne sais pas, je donne un exemple. Ma machine, elle va mesurer en L3, par exemple, elle va trouver 1,03 grammes par centimètre carré. Le patient, il a 62 ans. Donc, elle va mesurer, corréler la valeur par rapport à une norme de 62 ans. Elle va vous dire, bon, le patient, il a moins 0,9 en Z-score. C'est-à-dire, il lui manque en déviation standard, moins 0,9. Et il a moins 1,8 par rapport à l'adulte de 25 ans, qui est le T-score. Donc, on va tenir compte du T-score. Alors, normalement, ces rectangles doivent être en place, doivent prendre bien les vertèbres, et on doit vérifier. On a parfois n'importe quoi. On a des centres de radiologie qui nous mettent ces lignes pas sur les espaces intervertébrales, mais plutôt là, voilà, on a tout et n'importe quoi. On a beaucoup d'artefacts. Parmi les artefacts, par exemple, ben c'est simple. Vous pouvez avoir, par exemple, un patient qui a fracturé L1. S'il a fracturé L1 sera tassé et donc sera dense. Et donc, quand vous allez voir L1, vous allez trouver que toutes les vertèbres, c'est quelque chose, par exemple, comme 1,08, mais L1, c'est 1,5. Et donc, la machine, quand elle va faire la moyenne, et nous, on va voir la moyenne de L1 à L4, c'est là où on va voir le T-score du rachis lombaire moyen L1 à L4, on va trouver moins 1,8 et on va dire, ouais, bah c'est bon, c'est normal. Et on n'a pas vu les valeurs une par une et on est passé à côté d'une ostéoporose. Alors qu'il fallait voir vertèbre par vertèbre pour voir s'il y a une vertèbre qui fausse la moyenne. Donc il y a beaucoup de pièges en fait. On a parfois des patients, et ça c'est des situations vécues fréquemment. On a par exemple des patients qui ont été opérés. Et il a par exemple une sciatique, une dame âgée, une sciatique, on l'opère, on lui met du petit matériel d'ostéosynthèse, un petit métal. Le métal au niveau du rachis lombaire, la densité du métal, c'est 3 grammes par centimètre carré. Et donc, le technicien va vous remettre le résultat en vous disant T-score à rachis lombaire à moins 1. Il n'a même pas vu que le patient avait une arthrodèse. Il y a plein de gags. Parmi les gags aussi, alors, la machine, elle va mesurer la densité de l'os par rapport aux parties molles à côté. C'est comme ça que procède la machine. Elle va mesurer la densité de l'os par rapport aux surfaces à côté. Donc, comme je l'ai dit, c'est une surface. Elle va mesurer cette surface et voir un peu la densité de cette surface. C'est-à-dire, est-ce que cette surface laisse passer les ultrasons ou pas, en gros. Imaginez que vous avez un malade qui a une grosse calcification au niveau des parties molles à ce niveau. La machine, elle va vous dire, elle va mesurer par rapport aux parties molles où il y a une grosse calcification.
Et elle va vous donner une fausse mesure. Elle va vous dire, bon, la valeur est basse. La vertèbre n'est pas très dense par rapport aux parties molles. La valeur est basse. Pourquoi? Ben parce qu'il y avait une calcification à côté, que le technicien de radio n'a pas vu. Donc il y a plein de pièges, Donc à chaque fois qu'on analyse une densito, il faut voir, et c'est la même chose pour le fémur. Donc je disais, il y a 3 sites de mesure. Je vous donne trop d'informations en même temps. Il faut essayer de rester concentré. Je sais que c'est une fin de journée. Alors, vous avez le rachis lombaire, vous avez aussi le fémur. Donc, on mesure au niveau de ce qu'on appelle la région totale. C'est là où on va voir. C'est ici, la région totale. D'accord? Il va vous donner la même chose, gramme par centimètre carré. Il va vous donner le T-score et le Z-score, c'est la même chose. Et parfois, ce rectangle qui est censé un peu être la zone totale au niveau du col, ben vous avez des techniciens. Moi, il m'est arrivé de trouver un technicien qui m'a mis le rectangle ici. Et voilà, on voit tout et n'importe quoi parfois. Alors l'avant-bras, je vous demandais juste une chose, ne pas le retenir parce que c'est la zone la moins fiable. C'est une zone qu'on utilisait il y a longtemps, mais on n'utilise plus maintenant l'avant-bras. Je reviens sur, regardez ici les points, ce sont les valeurs du patient. Alors en vert c'est le normal, en jaune c'est l'ostéopénie et en rouge c'est l'ostéoporose. L'ostéoporose c'est moins 2,5, déviation standard par rapport au T-score. Entre moins 1 et moins 2,5 c'est une ostéopénie. Une DMO normale, c'est quand le patient a moins d'une déviation standard par rapport au T-score, l'adulte jeune. Et une ostéoporose sévère, c'est quand un patient a un T-score à moins 2,5 plus une fracture. Alors, sachez aussi une chose, c'est que quand vous rentrez les données du malade ou de la malade dans la machine, il faut mettre l'ethnie, parce que les valeurs, c'est par ethnie. Ethnie blanche, ethnie caucasienne, ethnie noire, ethnie hispanophone, latine, japonaise, etc. Nous, au Maroc, on a sur les machines, notre ethnie elle est un peu hétérogène, mais on a quand même des machines validées sur des courbes validées sur population marocaine. Alors, quelles sont les indications de l'ostéodensitométrie? Alors là, c'est un peu n'importe quoi. Alors, il faut retenir une chose, c'est que c'est pas parce qu'une femme est monopausée qu'il faut lui demander une densitométrie osseuse. Alors, certainement pas. Une femme ménopausée à 50 ans, il faut certainement pas lui demander une ostéoporose. Il y a un certain nombre d'indications. Déjà, c'est la femme de plus de 65 ans. Quand une femme a une une ménopause à 50-55 ans, on lui demande une DMO 10 à 15 ans plus tard. On ne demande jamais une DMO à 52 ans, ça ne sert à rien. Sauf certaines circonstances. Par exemple, une patiente qui a déjà une fracture. Par exemple, une patiente qui a une corticothérapie, qui a une endocrinopathie, etc. Donc, il y a certaines circonstances cliniques dans lesquelles on peut demander une DMO, mais pas que chez la femme ménopausée. Par exemple, chez nos polyarthrites rhumatoïdes, elles ont 35 ans, elles font des fractures à 35 ans, hein, elles prennent de la corticothérapie, et elles ne marchent pas bien, elles ont des genoux détruits, elles peuvent tomber, se casser. Donc automatiquement, dans toutes les observations à l'hôpital de Yachi, des patients qui ont des rhumatismes inflammatoires chroniques, vous trouverez une DMO en sachant que toutes les maladies inflammatoires, par définition, sont une cause d'ostéopathie. Parmi les causes d'ostéoporose, vous avez les maladies inflammatoires. La PR, l'inflammation chronique, elle entraîne une ostéoporose. Donc voilà, donc un peu les circonstances pour lesquelles on peut demander, notamment chez la femme maigre, en cas de ménopause précoce, de corticothérapie prolongée. Alors l'apport de la biologie dans les diagnostics de l'ostéoporose, c'est essentiellement pour les diagnostics différentiels parce que la biologie, elle est normale. D'accord, elle est normale. Je l'ai dit lors du cours de l'ostéomalacie, la calcémie, phosphorémie, tout est normal. Bon, quand on a une fracture vertébrale, on peut faire bouger un peu
les phosphates alcalines, mais c'est tout, il n'y a rien d'autre. Et puis, on peut, bien sûr, quand on veut traiter le malade, on va voir ça. Automatiquement, dans l'ostéoporose, bien sûr, il faut s'enquérir du statut en vitamine D. Ça, c'est automatique aussi. On va le voir. Alors, dans certaines circonstances, bien sûr, il faut rechercher automatiquement une étiologie, et notamment dans le cas d'une ostéoporose du sujet jeune. Chez l'homme, c'est automatique. Alors, moins de 50% des ostéoporoses masculines sont primitives. Presque 60% des ostéoporoses de l'homme sont des ostéoporoses secondaires. Il y a plusieurs causes, l'hypogonadisme, l'éthylisme, les maladies chroniques, l'hépatopathies, les endocrinopathies, etc. Donc, chez un homme de 60 ans qui s'est cassé, c'est presque toujours secondaire. Chez un homme de 75 ans, ben non, parfois c'est une ostéoporose sénile. Alors, les examens à demander, en cas de doute, notamment une fracture ostéoparatique, une fracture vertébrale isolée, pensez à éliminer une ostéopathie maligne. Les bilans hormonaux et le bilan phosphocalcique, essentiellement pour éliminer les autres causes d'ostéopathie bénigne. Je suppose que vous les avez retenues. C'est l'ostéomalacie, calcémie, phosphorémie, phosphatase alcaline, vitamine D. C'est l'ostéodystrophie rénale, créatinine. Et c'est l'hyperparathyroïdie, PTH. Donc les trois autres causes d'ostéopathie déminéralisante, diffuse, bénigne. 4. Ostéoporose, ostéomalacie, hyperpara, ostéodystrophie rénale. Donc voilà un peu récapitulatif de ce que vous allez trouver sur le bilan phosphocalcique. Ostéoporose, tout est normal. L'hyperpara, tout est augmenté. Et le phosphore, par contre, est bas. Le phosphore dans l'hyperpara, il est bas. Retenez ça. Donc, c'est hypercalcémie, hypophosphorémie. Dans l'ostéomalacie, bon, tout est bas, mais il y a une hypercalciurie. Il y a une augmentation des phosphatases alcalines. D'accord ? Donc, voilà, je vous laisse retenir ça. Vous voyez que ostéoporose, tout est normal. Mais bon, vous demandez quand même, c'est-à-dire pour être sûr que, notamment chez une patiente qui vient pour une fracture vertébrale, on peut demander automatiquement un bilan phosphocalcique. L'apport de la radiographie, déjà vous authentifiez la déminéralisation osseuse. Sachez que quand vous avez réellement une déminéralisation osseuse, c'est qu'au moins 30% de la trame osseuse manque. Vous avez ce qu'on appelle un liseré de deuil. Liseré de deuil veut dire que vous avez juste... regardez ici les vertèbres. Ben, si vous comparez les parties molles et les vertèbres, c'est la même chose. On a l'impression que ce sont des vertèbres transparentes. On ne voit pas la trame osseuse. Donc on parle de liseré de deuil. On va voir les fractures vertébrales. Ici, c'est une fracture vertébrale. Ici aussi, c'est une fracture vertébrale. Ici, c'est une fracture vertébrale. Donc, il y a une stadification, ce qu'on appelle la stadification des genoux. Alors, devant une fracture vertébrale, diagnostic positif, première étape, donc clinique radiologie. Bon, je ne reviens pas sur la clinique. La radiologie, vous allez voir la fracture vertébrale. Après, il faudra se poser la question, est-ce que c'est une fracture bénigne ou maligne ? Donc, vous avez un certain nombre de formes de fractures vertébrales qu'il faut retenir. Donc, fracture biconcave, je vous disais que c'est un peu l'ostéomalacie, mais on peut aussi l'observer dans l'ostéoporose. Vous avez des crashs de vertèbres. Vous avez un tassement antérieur, plutôt sur le bord antérieur. Alors, ça, c'est un tableau classique dans les examens. On vous demande quelle est la différence entre tassement bénin ou malin. Alors, le tassement malin, régulièrement, il est unique. Le tassement bénin, souvent multiple. Il peut être latéralisé, le malin. L'autre, il est symétrique. Le tassement bénin. Alors, le tassement bénin, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que vous avez l'impression que la vertèbre est cassée. Elle est tassée, cassée, et donc, mais bon, il n'y a pas de morceaux d'os qui manquent.
vous vous dites, bon, ça va, si ça se casse, ça va donner cet aspect. Il n'y a pas un élément du puzzle qui manque. Par contre, pour une vertèbre tassée maligne, ben, vous avez parfois de vraies lises. Vous vous dites, ah, tiens, il manque un bord antérieur, il y a un vrai trou dans la vertèbre. Ça, c'est pas bénin. Une fracture bénigne ne touche jamais l'arc postérieur. Donc, les pédicules, les épineuses, toute la partie postérieure de la vertèbre, c'est-à-dire pas le corps, toute la partie postérieure, elle n'est jamais touchée par la fracture bénigne. Pardon. Par contre, dans la fracture maligne, je fatigue, dans la fracture maligne, bah, vous avez parfois une lise qui va s'étendre à la partie postérieure et il peut manquer des parties postérieures de la vertèbre. Et enfin, la topographie, ben, je vous l'ai dit, toute fracture au-delà de D4, elle n'est pas bénigne, elle est maligne. Donc ça, c'est un tassement au-dessus de D4. Ça, c'est plusieurs tassements en faveur d'une cause bénigne. Ça, c'est un tassement unique au-delà de D4 en faveur d'un tassement malin. Ça, c'est les arcs postérieurs qui sont normaux. Ça, par contre, c'est une vertèbre très bizarre, avec de la lise, regardez ici, et de la lise postérieure. On voit des trous dans les vertèbres. Ça, c'est pas normal, c'est pas ostéoporotique. Donc, on voit un peu de la condensation ici, une fracture, de la condensation, des lises postérieures. Tout ça n'est pas du tout bénin. Et vous voyez ici, quand vous voyez la partie postérieure de la vertèbre, ben vous vous dites ici, ben c'est bon, mais ici, tiens, il y a des morceaux d'os qui manquent. Et puis aussi, parfois, ici, notamment, regardez ici, vous avez l'impression que le mur postérieur recule. Quand vous avez un recul du mur postérieur qui n'est pas aligné avec les autres, ce n'est jamais bénin. Et puis des condensations bizarres, ça, c'est pas bénin. Si vous avez de la fracture, de l'ostéolyse, de la condensation, ça, c'est malin. Regardez cet aspect lithique des os avec plein de trous un peu partout. Ça, c'est pas bénin. Alors là, corps vertébral fracturé, mais fracture asymétrique. Ça, c'est en faveur du malin. Regardez ici, tassement asymétrique. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas du tout bon. C'est en faveur du malin. Parfois, la radio n'est pas suffisante, notamment quand on veut faire un diagnostic de plusieurs fractures, la scintille, la TDM. Dans certaines situations, quand on a une seule fracture et qu'on a un peu peur et que l'IRM n'est pas concluante, on peut aller jusqu'à la biopsie. Mais souvent, l'IRM nous permet de faire le diagnostic. Regardez, parce que ici, vous avez une plage étendue au corps postérieur. Un envahissement du corps postérieur, tout ça, c'est pas du tout bénin. Ça, c'est malin. C'est des choses que vous pouvez ne pas observer sur la radio standard. Vous faites l'IRM et elle vous montre qu'il y a un hypersignal postérieur. Ça, c'est pas du tout bénin, c'est malin. Alors, la conduite à tenir. Donc, la clinique. Encore une fois, dans les signes cliniques de l'ostéoporose, vous pouvez voir plusieurs fractures, plusieurs tassements, il n'y a jamais de signe neurologique. La moelle, les racines ne sont jamais touchées, c'est absolument exceptionnel. Il y a une observation tous les 10 ans, c'est rare. Par contre, dans les fractures malignes, il peut y avoir un recul du mur postérieur avec atteinte médulaire, etc. Il y a risque de compression. Donc voilà, c'est l'enquête clinique, l'enquête biologique, l'enquête radiologique. Et voilà tout un peu le résumé de ce que je viens de dire. Ça va vous permettre de vous orienter vers un tassement malin ou bénin. Si au terme de l'enquête clinique, de la biologie et de la radiologie, vous n'êtes pas sûr, ben vous allez partir sur des éléments de seconde intention. Ben les éléments de seconde intention, ça peut être l'IRM, la scintille et la biopsie. Pour l'ostéoporose, ben, on va faire une fois qu'on aura tous les éléments, on est sûr que c'est pas malin, on est sûr que c'est pas une autre
c'est-à-dire on a affirmé un tassement bénin, on a fait un bilan phosphocalcique, il est strictement normal, on est dans un contexte d'ostéopathie bénigne, on est sûr que ce n'est pas autre chose, c'est pas une ostéomalacie, etc. Ben, on va faire la DMO. La DMO, elle va nous confirmer notre ostéoporose, et là, à ce stade, on va se dire, ben, est-ce que c'est primitif, est-ce que c'est secondaire? Je suis désolé pour autant d'informations, mais il y a beaucoup d'informations. L'enquête de l'os, ce sont des enquêtes parfois très très détaillées. Alors la prise en charge thérapeutique, la prévention, elle commence très jeune. Déjà à l'âge d'acquisition du capital osseux, donc chez l'enfant, l'adolescent, avec des apports calciques suffisants, une exposition à la vitamine D, une activité physique. Il faut tout faire pour que les enfants et les adolescents aient une bonne acquisition de leur masse osseuse. Chez l'adulte, une exposition solaire régulière, je le disais tout à l'heure, au moins 10 à 15 minutes 3 fois par semaine. Il y en a qui disent 10 et 15 à 30 minutes par jour parfois, mais entre 11 et 15 heures en temps ensoleillé. Une activité physique régulière. Pourquoi une activité physique régulière? Parce qu'il faut gagner du muscle, parce que plus vous avez du muscle, plus le muscle va faire de la traction sur l'os, plus vous allez bouger ce muscle, plus il va stimuler l'os et entraîner de la formation osseuse. Au stade d'ostéoporose, il y a un certain nombre de choses. On a parfois des protecteurs de hanches chez le sujet âgé. On a toute une discipline en fait qui s'appelle la chutologie, c'est-à-dire un patient de 70 ans, la première question, ou de 75 ans, il faut demander à la famille, est-ce qu'il tombe? Un chuteur, ça définit des patients chuteurs, et parfois ils vous disent, il s'est tombé, il s'est blessé. Attention, parce que, par exemple, on peut avoir une DMO pas rassurante, mais être tonique, avoir du bon muscle, ne pas tomber, ne pas se casser. On peut avoir des DMO un peu intermédiaires, et notamment dans certaines situations. Par exemple, les gonarthrosiques, les gonarthrosiques se cassent un peu plus que la population générale parce qu'ils tombent. Les Parkinson, c'est la même chose. Les démences, toutes les situations où le patient va tomber avec des chutes de sa hauteur parfois vraiment brutales, et il va se casser. Alors, je vous demande aussi de retenir autre chose. C'est que pourquoi on se casse le fémur, l'avant-bras à 50, 60 ans? Pas parce que la femme, quand elle va chuter, elle a le temps de faire un réflexe et de tomber en avant et d'essayer de se protéger par ses mains, elle se casse les mains. Une dame de 80 ans, quand elle va chuter sur le côté et n'a même pas le temps, ni le muscle, ni le cerveau, pour un peu amortir et réfléchir à sa chute. Elle va chuter une sorte de chute de tour sur son côté et elle va se casser le bassin ou le fémur parce qu'elle n'a pas de muscle, elle n'a pas de proprioception, etc. Donc c'est pour ça que les femmes de 55 ans se cassent l'avant-bras, les femmes de 75 ans se cassent le fémur. Toujours dans la prévention, il faut veiller à ce que le patient ait, à partir de 65 ans en Europe, par exemple, la supplémentation en vitamine D, en calcium est automatique. Il faut privilégier la vitamine D3 naturelle, qui est le cholécalciférol. Bon, on a le Décure au Maroc. Il n'y a pas que, il y a plusieurs vitamines D3 commercialisées actuellement au Maroc. Il y a 10 ans, on n'en avait pas, on n'avait que le stérogil qui est le D2 et on donnait le D2 par défaut, alors que normalement, il faut donner du D3, qui est la vitamine D3 naturelle. Et assurer un apport calcique suffisant. Donc, retenez les chiffres en fonction des périodes dans la vie, alors notamment la grossesse, l'allaitement, le sujet âgé. On peut donner plus de vitamine D et de calcium. En gros, c'est 800 à 1200 et 1 gramme unité par jour et 1 gramme à 1200 mg par jour. Donc voilà un peu les aliments où on a un peu de vitamine D. Donc regardez par exemple un œuf, c'est 120 unités, donc il faut quelque chose comme 10 œufs par jour. Une sardine de l'Atlantique, c'est 80. Donc, il vous faut 15 à 20 sardines par jour.
pour avoir votre dose en vitamine D. Normalement, le poisson où vous avez le plus de vitamine D, c'est un peu le saumon, mais aussi un peu le thon. Mais le problème, c'est que c'est des poissons très caloriques. Voilà, on n'aime pas trop, on peut pas prendre du thon tous les jours ou du saumon tous les jours pour le prix non plus. Les huîtres aussi, c'est pas mal, mais bon, voilà, donc c'est pour ça, vous voyez un peu qu'en gros c'est le soleil, parce que vous n'allez pas prendre des huîtres crues tous les jours, ou 100 grammes ou 200 grammes de saumon tous les jours, voilà. Même pas pour le prix, parce que c'est pas bon de prendre 200 grammes tous les jours. Alors, le poisson qui contient le plus de vitamine D, c'est le flétan. Le flétan, c'est le cousin de la sole. Allez sur Google et tapez flétan, c'est intéressant. C'est un sole surdimensionné de 1,5 m. Moi, j'en ai mangé lors de mes congrès à l'étranger, notamment aux États-Unis et au Canada. C'est du sole, c'est de la sole en steak. C'est intéressant. Pour les traitements proprement dits, c'est-à-dire les traitements médicamenteux, ben, vous avez des molécules qui ont été commercialisées. Les plus commercialisées, les plus utilisées, ce sont les bisphosphonates, l'alendronate, le risédronate et le zolédronate. Il y a aussi des anabolisants. Alors, je vais faire quelque chose d'un peu extraordinaire, échanger le cours devant vous, parce que j'ai une version, en fait, on n'utilise plus le Protos, je ne sais pas où cette diapo elle est ancienne, c'est le denosumab, qui est l'anti-rank ligand. En fait, c'est le traitement biologique de l'arthrose qu'on utilise actuellement, de l'ostéoporose qui est commercialisée au Maroc depuis 6 ou 7 ans. Donc c'est une sous-cutanée tous les 6 mois. Donc vous avez les bisphosphonates, le tériparatide qui est la parathormone synthétique commerciale, c'est un ostéoformateur. Donc vous avez des médicaments qui sont plutôt freinateurs de la résorption, ils vont aller freiner les ostéoclastes, ce sont les bisphosphonates. Et vous avez des médicaments qui vont stimuler les ostéoblastes. C'est le tériparatide. Le denosumab est à la fois antirésorptif et anabolisant, c'est-à-dire ostéoformateur. Donc voilà un peu la liste des médicaments qu'on utilise. Alors, qui traiter? Alors, c'est simple et magique. Je vous demande de retenir ce tableau. C'est les recommandations françaises 2016, elles sont très simples. Regardez, vous partez du test score. Vous partez du test score. Et le test score. Donc, quand vous avez -1, alors imaginez que vous avez une patiente, c'est des choses qu'on rencontre, hein, qui vient vous voir, elle a -0,8, elle a fait une fracture du fémur. Et vous n'avez aucune autre raison ou ostéopathie qu'elle fasse une fracture du fémur. Là, c'est direct le rhumato. Parce que c'est vraiment une analyse de profil. Et parfois, c'est des ostéoporoses à DMO vraiment intermédiaires. On en observe. Et il faut les traiter. Mais vraiment, c'est avis du spécialiste. Parce que parfois, c'est fracture sur autre chose. Peut se casser sur une fracture bénigne. Ça peut ne pas être une ostéoporose, etc. Donc, voilà. Donc, dans cette situation, et notamment de fracture sévère, donc fracture non sévère, c'est-à-dire elle s'est cassé le poignet à 55 ans, et vous le voyez à 68 ans, et elle a un test score supérieur à -1, on ne traite pas. Donc en gros, c'est valeur du test score plus les fractures. Fracture sévère, fracture non sévère et absence de fracture. Donc entre -1 et -2, fracture sévère on traite. Fracture non sévère, avis du spécialiste. Absence de fracture, on ne traite pas. Donc vous voyez qu'ici, là, je n'interviens pas. On tient compte du test score et des antécédents fracturaires pour traiter ou pas.
bien sûr, vous voyez en bas que malgré le fait que la définition de l'ostéoporose, c'est moins 2,5, on ne traite pas tous les gens à moins 2,5. C'est la première constatation du tableau. Et moi, il m'arrive de voir des patientes à 58 ans qui a démarré un traitement par un traumatologue, j'ai rien contre les collègues traumatos, ou par un généraliste, parfois même par certains rhumatos, pour appeler un chat, hein, alors qu'elle n'a aucune indication. Elle a 0 fracture, elle a moins 2,6. Elle a un contexte, elle fait du sport, elle est en super bon état, elle a une ménopause à 53 ans, il faut juste lui foutre la paix à 58 ans. Il ne faut pas lui donner un traitement, il faut la surveiller à moins 2,6. Le seuil thérapeutique est moins 3. Et encore, à moins 3 à 52 ans, c'est pas sûr. On peut attendre. On n'est pas sûr qu'elle se casse dans l'année ou deux. Peut-être à 55 ans, 56 ans, peut-être qu'on peut la traiter. Une femme qui a fait une ménopause à 50 ans, qui, vous la voyez à 52 ans, elle a moins de 3 et n'a rien, c'est pas forcément une situation où on traite. Donc vous voyez que on tient compte du test score principalement pour établir le risque, mais après on va tenir compte de l'existence de fractures sévères ou pas, et on va tenir compte de l'ensemble du contexte. Alors je vous invite à aller sur internet, à taper FRAX, F-R-A-X, le FRAX score. Alors c'est un score défini par l'OMS qui comporte une douzaine d'items. Quand vous avez un patient en face de vous, vous pouvez mettre son score et il vous donnera le risque que le patient se casse le fémur dans les 5 à 10 ans. Et donc en général, vous devez mettre l'âge, le test score, l'antécédent de corticothérapie, est-ce que la patiente fume ou pas, est-ce qu'elle s'est cassée ou pas, est-ce qu'elle a une polyarthrite rhumatoïde. Donc il y a une dizaine d'items et l'application va vous donner alors si vous voulez on peut alors vous êtes là, il y a toujours des gens connectés. Oui, monsieur. Alors je vais faire pour vous un petit exercice avant de laisser la place aux questions. Donc FRAX score, regardez. Voilà, donc vous tombez sur, c'est sur le site de l'OMS, regardez, et vous pouvez aller par pays. Alors, hop, alors les pays... Corée, Japon... Alors, normalement, le Maroc, il figure. On a la courbe marocaine. Attendez, je vais chercher sur l'autre. Ça, c'est le site de l'OMS. Voilà. Donc ça, c'est le professeur Canis qui a développé ce score. Voilà, donc vous avez ici, hop, Maroc. Regardez les pays qui ont développé. Vous avez plein de pays. Vous avez le Maroc qui a développé aussi son score. Et hop, vous tapez dessus. Et vous allez, donc, l'âge, le sexe, le poids, la taille, fracture antérieure, oui, non, actuellement fumeur, corticoïde. Alors, le souci, il y a des reproches aussi qu'on fait à ce score, c'est que par exemple la DMO en grammes centimètres carrés, vous voyez qu'il faut la mettre en grammes centimètres carrés au nom des scores. Par exemple ici c'est glucocorticoïde, oui non, c'est pas très pertinent parce que c'est plutôt la dose de corticothérapie et la durée qui va intervenir. Voilà, donc là on peut aller mettre je sais pas, regardez 55 ans, sexe féminin, poids, je mettrai 55 kg, taille 156 cm, fracture antérieure, oui, non, je vais mettre grammes par centimètre carré, 0,800,
et je vais calculer le T-score. J'ai choisi le sexe, c'était féminin. Calculer. Alors, le risque de faire une fracture de hanche dans les 10 ans est de 1%. Le risque de faire une fracture majeure, il est de 6%. Alors, regardez, je vais refaire autre chose. Je vais par exemple, je vais mettre 78 ans. 77 ans. On va recalculer. Vous voyez que ça passe à 18%. Je vais mettre glucocorticoïdes, fumeur et polyarthrite rhumatoïde. D'accord? Donc, je vais lui donner le plus de chances de se casser et je vais baisser la DMO. Je vais mettre 0,600. Et je calcule. 44% de risque de se casser le fémur, 40% dans les 10 ans. Vous voyez un peu l'intérêt de ce score. Bon, c'est des choses qu'on n'utilise pas tous les jours en pratique, mais bon, les rhumatos, on connaît le score. Hein. Quand on a un malade en face, une patiente maigre qui a pris 10 ans de cortisone, on n'a pas besoin d'aller faire le frax. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle un statut osseux. Et le frax, il est assez didactique. Il vous montre un peu comment évaluer le risque fracturaire à l'échelle d'un individu. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous êtes là? Oui, monsieur. Ok, merci de vous être laissé connecter jusqu'à la fin. Alors, est-ce qu'il y a pas de questions? C'est un cours un peu lent, mais bon, je suppose que vous avez beaucoup d'infos. C'est le taux. Insuffisance et carence, c'est le taux. Carence, c'est profond, c'est moins de 10 nanogrammes. Insuffisance, c'est 25, 20, c'est une insuffisance en vitamine D. La carence, c'est quand c'est profond. Et en fait, quand on traîne une carence très prolongée, on peut faire une ostéomalacie. C'est bon? Pas d'autres questions sur l'ostéoporose? Je vous en prie. Ok. Merci de vous être prêté au jeu, d'être resté connecté jusqu'à 20h et quelques. Mais voilà, c'est de la pathologie assez spécifique, c'est de la pathologie osseuse. Et j'espère que vous avez pu profiter de ça. Donc, Amine, tu as mon mail. Si jamais il y a des petites questions que les étudiants veulent poser, tu peux centraliser les questions et me les adresser, d'accord? D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Ok. Bonne fin de soirée. Et monsieur, s'il vous plaît, envoyez également les cours. Tout de suite. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.